allez marcher. Et donc si vous n'êtes pas entraîné à marcher, et si possible, entraîné à marcher avec des bâtons, pour moi, on pourra discuter éventuellement du rôle des bâtons, mais ici on a un pays de montagne, donc le débat peut-être est moins, encore que j'aimerais bien avoir votre avis, mais pour moi il n'y a pas de débat non plus, mais après on ne peut pas dire ça pour tout évidemment, mais de mon point de vue les bâtons sont essentiels, et là on a 2 athlètes qui utilisent les bâtons, donc c'est pour ça qu'on les a choisis d'ailleurs, sinon on en aurait pris d'autres. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est clé. Donc ce que je voulais dire, c'est que si on s'entraîne uniquement à la course, le jour où on est obligé de marcher, eh ben ça coince. Alors vous allez me dire, ouais, mais si je sais courir, je sais marcher. Non, ça ne fonctionne pas pareil. Regardez par exemple les muscles. Regardez l'étirement des muscles, des mollets ici, par rapport à ici. On voit très bien qu'ils ne fonctionnent pas sur la même longueur musculaire. Donc si vous n'êtes pas entraîné à travailler sur des modes de fonctionnement musculaire et des longueurs musculaires qui sont spécifiques à la marche, surtout la marche en montée, le jour où vous avez à marcher en montée, vous êtes cuit. Alors encore une fois, ici à Chambéry, peut-être que c'est moins... je pense que c'est pas révolutionnaire pour vous, mais pour d'autres coureurs d'ultra, à Lyon ou ailleurs, c'est peut-être un petit peu plus intéressant. Et puis, spécifique également, pourquoi ? Parce que quand on fait des week-end shocks, on va habituer ses muscles à encaisser les chocs en descente, et c'est ce qu'on appelle l'effet protecteur. Donc l'effet protecteur, qu'est-ce que c'est ? Je suis désolé de m'avoir mis en exemple, en photo. C'est d'avoir un renforcement de ces muscles, et notamment des muscles des quadriceps. Donc on sait qu'on a des protéines contractiles qui servent à contracter les muscles, mais on a aussi des protéines dans les muscles qui servent à tenir ces protéines contractiles, ces protéines de soutien, et de courir en descente, et notamment quand on fait des longs dénivelés lors des week-end shocks, ça permet de développer ces protéines de structure et donc de renforcer ces muscles. Et ça porte un joli nom, ça s'appelle l'effet protecteur, qui veut bien dire ce que ça veut dire. Donc ça, c'est une autre raison pour laquelle les week-end shocks sont, de mon point de vue, un passage obligé lorsqu'on prépare un ultra. Alors pour terminer, bien garder à l'esprit que 2 ou 3 week-end shocks sont suffisants pour induire des adaptations très significatives. Donc vous n'avez pas besoin d'en faire 10. D'ailleurs, ce serait impossible d'en faire 10 parce qu'il faut de la récup derrière. Donc on ne fait pas plus d'un week-end shock par mois. Donc il faut que ce soit suivi d'une longue période de récupération. Et bien sûr, une longue période de récupération, ça s'entend. C'est encore plus critique lorsque l'on fait un week-end shock avant la course, avant l'UTMB. Donc au minimum, il faut laisser 3 semaines entre le dernier week-end shock et puis votre objectif d'ultra. Et j'en ai terminé, et on va pouvoir passer la parole à... on en a déjà un petit peu parlé en fait. Ludo et Xavier ont déjà dit qu'ils faisaient des séances intenses, et j'aimerais avoir leur avis sur les week-end shocks, en sachant que j'ai dit tout à l'heure que de mon point de vue, l'entraînement des athlètes de haut niveau et de l'athlète d'un peu moins haut niveau, on va dire, pour parler politiquement correct, pouvait être le même. Peut-être que sur le week-end shock, c'est un peu différent parce qu'ils ont justement beaucoup plus d'expérience, et par exemple l'effet protecteur, eux, ils l'ont plus que quelqu'un qui aurait moins d'expérience en ultra. Mais j'aimerais bien quand même les entendre sur des week-end shocks. Est-ce que vous faites des blocs comme ça encore à votre niveau, avec votre expérience en ultra, sous forme de week-end shock ou pas ? Alors je vais commencer. Alors pas de week-end shock. Mais donc là on est bien sur l'ultra, mais en fait pour moi il y a quelque chose qui remplace les week-end shocks, c'est de faire aussi des courses. Des courses qui ne sont pas forcément un objectif, même si on est compétiteur quand même. Quand on a un dossard, on se donne un petit peu. Mais voilà, c'est qu'on n'arrive pas forcément dans le meilleur état de forme sur une course, et avec peut-être une charge d'entraînement qui n'est pas optimale. On n'a pas eu la récupération dont tu parlais tout à l'heure, et peut-être même avec une séance la veille. C'est ce qui remplace un petit peu les week-end shocks pour ma part. Oui, c'est un week-end shock, mais voilà, si tu veux, c'est un week-end shock. Alors. Voilà, mais pour moi, c'est plutôt sur les courses. Quoi. J'ai pas eu le temps d'en parler, après je te laisse la parole, Xavier, mais c'est tout à fait mettre une course, mais sans objectif particulier, en s'entraînant la veille, en faisant une longue séance la veille, ça peut tout à fait être une forme de week-end shock. Donc voilà, après on les appelle ou pas week-end shock, mais ça correspond un peu à ça. Non, mais sinon, moi, c'est pareil. Je veux dire, les week-end shocks, j'en fais bien. C'est ce que je préfère d'ailleurs, passer du temps dehors dans la montagne, des heures, et puis faire du dénivelé, engrancher du dénivelé, et puis essayer le matos, la nutrition, etc. Ouais, je trouve que c'est essentiel. François, tu voulais ajouter, non ? Je te voyais avec le micro. Non, j'avais pris le micro au cas où j'ai à rebondir. Non, j'ai rien de spécial à ajouter. Non, c'est très bien effectivement que Ludo ait pu préciser que les compétitions pouvaient servir. Et je
pense un des coureurs qui a été brillant il y a quelques années, c'était Dawa Sherpa, qui effectivement courait tous les week-ends et en fait il faisait lui tout le temps des week-end shocks en fait, en répétition. Alors, peut-être un peu trop d'ailleurs, peut-être un petit peu trop, mais effectivement la compétition rentre aussi dans ce concept c'est un concept, donc il n'y a pas de format, je pense que Guillaume a bien cité dessus, il n'y a pas de concept, il n'y a pas de format figé, c'est un concept. Alors, je vais te contredire, t'as dit qu'on a le droit de te contredire, donc je vais te contredire. On est là pour discuter, évidemment, vous comprenez qu'on se charrie, mais en fait, moi je pense que ce que faisait Dawa, c'était justement pas des week-end shocks, parce qu'il s'entraînait tous les week-ends, mais il faisait une course. Donc pour moi, week-end shock, c'est au contraire de faire 2-3 jours très intenses, et puis derrière récupérer. Donc pour moi, ce que faisait Dawa, c'était un peu justement le contraire des week-end shocks. Sachant qu'il pouvait enchaîner parfois 2 compétitions le week-end, c'est pour ça, mais ça tu l'avais pas lu. Oui, mais le problème, c'est qu'il ne récupérait pas derrière, et c'est peut-être aussi pour ça. Alors après, Dawa, c'est Dawa. Les athlètes de haut niveau, s'ils sont athlètes de haut niveau, c'est aussi parce que, donc il faut s'en inspirer, mais évidemment, il ne faut pas forcément copier, et surtout dans le cas de Dawa, je pense que si 99% d'entre nous, si on s'était mis au régime Dawa, on n'aurait pas tenu le nombre d'années qu'il a tenu. Bon, en fait, j'avais un petit peu la même méthode avant d'être vraiment suivi par un entraîneur. C'est beaucoup de courses en fait. Mais par contre, en dehors de ça, c'était quand même peu d'entraînement. J'ai toujours fait... alors par contre, en ski alp, je me suis toujours plus entraîné qu'en course à pied. Mais quand je faisais pas mal de courses, pratiquement toutes les 2 semaines, le volume d'entraînement il était bien moindre. Donc je pense qu'il y a quand même de la récupération. Et ce que faisait Dawa, c'était un petit peu ça. Peu de temps pour s'entraîner, c'était une autre forme d'entraînement. Voilà. Je pense que le faire en ski alpinisme et en course à pied, ce sont deux... Ouais, mais je te parle avant d'avoir un entraîneur en course à pied, c'est aussi ce que je faisais. Je faisais pratiquement, toutes les 2 semaines, je faisais un trail qui pouvait faire 50-80 km. Mais entre ça, je ne me mettais pas 5 à 6 entraînements. Maintenant, je suis plutôt à 5-6 entraînements par semaine. Avant, j'étais à 2 ou 3. Des questions, on a rattrapé un petit peu le temps qu'on avait, donc s'il y en a, moi j'en ai une première qui va être à Guillaume. J'ai envie de faire l'UTMB, je me dis que je vais faire peut-être le 80 du Mont Blanc en préparation, week-end choc à la fin de la saison hivernale. Je fais quoi typiquement, je fais 8 heures de course à pied, alors avec les problématiques de se dire c'est peut-être trop d'un coup. Est-ce que je fais 2 fois 10 heures samedi dimanche en me disant je fais 3 heures de vélo, 3 heures de course à pied et puis 3 heures de randonnée à pied ou 3 heures d'escalade? Typiquement, c'est quoi le schéma? Alors, il n'y a pas de schéma. Ce qu'il faut, c'est faire du volume, si possible sur un profil qui est comparable à celui que vous allez trouver pendant votre épreuve. Donc c'est vrai que la plupart du temps, c'est en montagne, donc on va plutôt faire les week-end shocks en montagne, mais après tout, rien ne vous empêche de faire sur le plat si vous préparez un ultra en Bretagne. Si possible, les faire sur un terrain, même, je veux dire, au niveau de difficulté du terrain. Donc si vous préparez la Réunion, allez se mettre dans les terrains difficiles. Si vous préparez l'UTMB, allez plutôt chercher des terrains un petit peu plus roulants. Et c'est ça aussi l'avantage des week-end shocks, c'est comme on va se déplacer pour faire 3 jours d'entraînement, ça vaut le coup de choisir les bons terrains, de bien préparer son week-end shock. Après, ce qu'on va mettre dedans, ça peut être, citer plein d'exemples, et ça, c'est tout ça à la fois. Alors, on ne va pas commencer le premier week-end shock de l'année en faisant 2 fois 10 heures, y compris pour des gens qui sont très entraînés. Évidemment, c'est beaucoup trop. On peut faire déjà le premier week-end shock, on peut déjà faire 2 fois 6 heures. Alors 2 fois 6 heures, c'est quoi? Et puis après, on va monter 2 fois 8, 2 fois 10, puis on peut aller jusqu'à 3 fois 10 par exemple. Alors moi, quand je faisais week-end shock, au début, je faisais ça. J'allais sur Chamonix, puisque ma course fétiche, c'était un peu l'UTMB, même si c'était il y a très longtemps. Je te remercie de l'avoir précisé. Par exemple, j'allais courir, marcher en montagne pendant 2-3 heures le matin. Ensuite, je rejoignais ma femme, donc qui était un peu entraînée. Donc on allait marcher. Je prenais le pique-nique, je me chargeais un petit peu pour niveler un peu les niveaux. Donc on allait marcher, courir un peu en descente pendant encore 3-4 heures. Et puis le soir, je retournais. Je la laissais au refuge et je retournais courir après tout seul encore pendant 3-4 heures. Donc voilà, ça peut être un exemple. Après, dans le livre, on cite l'exemple de Sébastien Camus, qui lui aime bien faire des week-end shocks où il fait un jour de course à pied, une très longue sortie en vélo et encore une sortie en course à pied derrière. Donc ça, c'est un autre exemple. Donc on peut tout à fait mixer la course à pied et le vélo, par exemple, en sachant que quand même le week-end shock, je l'ai dit, un des intérêts majeurs de mon point de vue, c'est aussi de travailler l'effet protecteur, de faire du dénivelé.
Donc on peut faire du vélo, mais la philosophie entre guillemets du Weekend Shock, c'est quand même de le faire sur un terrain spécifique et donc avec du dénivelé pour la plupart des ultra-trails qui ont lieu en montagne. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, je pense. Il y a des questions dans le... Hugo. Oui, alors pour les séances clés, là, on va taper un peu plus dans l'anecdote, comme ça parlera un peu à tout le monde. Moi, je voudrais savoir cette année la séance clé qui a été la plus horrible ou mal vécue, celle vraiment qui les a marqués pour Ludo et Xav. Ah. Xav. Je sais pas, la plus dure, tu veux dire? Ouais, celle vraiment, tu l'as vu passer sur le plan de Benoît Nave et tu t'es dit, putain, celle-là, elle va vraiment faire mal. Oui, il y en a plein, mais souvent c'est. Je sais pas, je pense que toutes les séances, elles peuvent très bien passer du moment qu'on est en forme, mais là, quand on est un peu dans le dur et n'importe quelle séance, même 1 heure, si on est vraiment à plat, ça peut être très dur, quoi, mais une plus qu'une autre, je sais pas. Non, franchement, j'aurais du mal à dire, il faut que je réfléchisse, je vais laisser répondre Ludo et puis peut-être que j'arriverai à trouver la réponse. Non, bah, c'est pareil que Xavier, quoi. J'ai du mal à dire. Pour moi, en fait, elles sont toutes horribles, les séances de fractionnés, quoi. Donc, j'ai du mal à en sortir l'une plus que l'autre. Pour moi, c'est un petit peu plus les répétitions courtes qui sont difficiles, et voilà, parce qu'elles sont plus intenses. Mais au final, à la fin de la séance, on est surtout content quand elle est finie, quoi. Donc, voilà, on sait que c'est un mal pour un bien, mais je trouve que c'est difficile et c'est vrai que j'ai peu l'occasion d'en faire en groupe. Et c'est vrai que si vous avez l'occasion, c'est des choses qui passent mieux en groupe, quoi. Même si on n'a pas le même niveau, on arrive toujours à trouver une solution pour se retrouver et repartir au moins le début ensemble, quoi. Mais elles sont toutes difficiles, quoi. Donc j'en ai pas vraiment à sortir. En plus les premières, quand je vais rattaquer là, je pense qu'elles vont faire un petit peu mal. Après, j'ai envie de dire, s'il y a une séance qui vous a particulièrement marqué, c'est pas très bon signe. Ça veut dire qu'elle était trop difficile. Donc les séances, elles doivent être difficiles. Elles sont difficiles, hein, par définition. Maintenant, si elles sont trop difficiles, c'est problématique aussi, parce que si vous commencez à cracher du sang parce que vous êtes allé trop fort dans l'intensité, vous n'aurez pas envie d'en faire beaucoup des séances comme ça. Donc elles doivent être trop difficiles, mais pas trop non plus. Ouais, mais c'est vrai que des fois, on en a une quand même, elle nous a un peu marqué, on s'en souvient toute l'année. C'est Parce que des fois, qu'elle était trop dure. T'attends un peu, et c'était pour savoir s'ils en avaient une qui les avait marqués. Non, mais je ne remets pas en cause la question. Je dis juste que après, ce qu'ils ont dit aussi, c'est que parfois, quand ils se sentaient pas bien ou fatigués, ils ne faisaient pas forcément ce que disait l'entraîneur. Donc c'est aussi à vous d'ajuster. Voilà, si l'entraîneur a prévu 12 répétitions et au bout de la 8e, vous êtes déjà 300 mètres par rapport à votre marque habituelle, il faut peut-être vous poser la question de finir les 4 répétitions. Il vaut peut-être mieux s'arrêter là, se reposer et repartir un autre jour. Et puis la séance qui m'a marqué, je trouve, c'est pas forcément au niveau physique, mais au niveau, par exemple, la météo, des conditions merdiques, la pluie, la grêle, de l'orage, de la neige, et puis passer du temps dehors sous ce temps-là, ça marque, ouais. Oui, alors j'ai une question, Guillaume. Tout à l'heure, tu disais que les séances au seuil n'avaient pas forcément un intérêt quand on fait de l'ultra, mais plutôt du fractionné court. L'explication, tu pourrais rentrer dans le détail? L'explication, alors elle n'est pas scientifique. C'est simplement que quand on veut développer VO2 max, quand on veut faire de l'intensité, autant se mettre dans des zones qui sont proches de VO2 max. Donc quand on fait du seuil, on est à 80-85%, donc c'est quand même relativement déjà éloigné de VO2 max. Et on va travailler, si on fait du seuil, par définition, on va chercher à pousser le seuil anaérobie. Donc ça, c'est très bien quand on est sur du trail court, parce qu'on va être justement proche du seuil anaérobie. Donc ça va être un des paramètres de l'endurance sur des trails courts, c'est le seuil anaérobie. Par contre, quand on fait de l'ultra, l'endurance, elle dépend pas du tout, et je pense qu'on peut dire pas du tout, du seuil anaérobie. Elle dépend surtout de la capacité à ne pas avoir, on va en parler tout à l'heure, de ne pas avoir de problème digestif. Et elle dépend aussi de la solidité musculaire, le fameux effet protecteur. Donc ça, ce sont les 2 paramètres clés de l'endurance sur de l'ultra. Le seuil anaérobie, il n'a aucun rôle. Donc pourquoi se casser le tronc à faire du seuil, qui sont des séances qui sont aussi difficiles, hein, c'est un peu moins intense, mais c'est plus long, si ça vous profite pas. Après, si c'est simplement pour varier les plaisirs, encore une fois, c'est pas parce que vous allez faire quelques séances de seuil que vous allez mettre en péril votre saison, mais voilà, les bases théoriques, entre guillemets, elles sont là.
Ludovic Pombray, puisqu'il fait pas mal de ski alpinisme. Je voulais savoir